32 déjà, et c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, des bijoux si mal portés de Jack Fox. Il fait merveilleusement doux dans le bar de ce luxueux club quelque part dans les Caraïbes. Et Harry Tixon aimerait bien repérer une créature suffisamment motivante pour basculer dans une relation exclusive sans que la pensée de perdre son temps lui traverse l'esprit. Autrement dit, Harry aimerait rencontrer une fille qui ne pose aucun problème. Vous l'avez compris, Harry est misogyne. Pour lui, les femmes se classent en deux catégories, les ennuyantes et les ennuyeuses. Or, s'il n'a pas envie de bâiller d'ennui avec les premières, les secondes sont carrément incompatibles avec ses inclinations à lui. Vers 1h30 du matin, Harry est donc toujours seul et décide d'aller se coucher. Il se sent fatigué. Il est vrai qu'il en est à sa 4e vodka, à moins que ce ne soit la 5e ou la 6e. Il l'avale d'un trait et règle son addition. En traversant la réception, il est attiré sur la terrasse par le rythme syncopé d'un tango. On danse. De son coup d'œil expert, Harry repère les bustiers dégageant tours de perles et sautoirs en or chargés de saphirs, diamants, rubis, sur les peaux ambrées des riches clientes du club. Tous ces bijoux si mal portés. Harry en a mal au cœur. En fait, chaque fois qu'il séjourne dans un hôtel de luxe, Harry ressent la même révolte. Et à cette révolte, chaque fois, il a la même réponse. On n'a pas le droit d'ignorer son talent. Et son talent, à lui, Harry, c'est de redonner de la valeur à ses bijoux ternis. Comment? Eh bien, mon Dieu, tout simplement en les remettant sur le marché, en prenant au passage, bien évidemment, une substantielle commission. En fait, les propriétaires de ces colifichets n'ont, pour l'instant, pas à s'inquiéter de leur perte imminente. Harry n'est pas aux abois. Les $5000 qu'il porte sur lui, mais aussi le rubis gorge de pigeon, ainsi que la rivière de diamants blancs-bleus qui sont dans son coffre à San Francisco, le mettent à l'abri du besoin pour les prochaines semaines. En fait, Harry est en vacances. Il peut se la couler douce dans ce paradis tropical. À peine franchi le seuil de sa chambre, Harry s'immobilise, le sourcil froncé. Il a laissé le ventilateur tourner tout à l'heure avant de descendre au bar, mais quelqu'un, sans doute la femme de chambre, l'a coupé. L'atmosphère est suffocante. Après avoir remis en marche l'appareil, il ne peut que prendre son mal en patience en allant chercher sur la terrasse un peu de fraîcheur. Échelonnés sur une pente douce, les paillotes du club dominent le village et le port. Le clair de lune écaille d'argent la mer et les palmiers. Harry se laisse gagner par cet environnement magique. Soudain, son regard s'arrête. Directement en dessous, près de la piscine, un mouvement trouble l'immobilité de la nuit silencieuse. À gauche, dans une allée mal éclairée, Harry distingue une silhouette. C'est une femme, apparemment. Elle va d'une porte à l'autre. Ses pas sont trop mesurés pour paraître naturels. La femme entre bientôt dans le halo d'un réverbère. Harry distingue alors un visage jeune, aux traits fins, encadré de longs cheveux blonds vénitiens. Mais Harry s'intéresse plus à la présence furtive de la jeune femme qu'à son physique de starlette. Elle vient de s'arrêter devant une cabane. Elle semble avoir du mal à ouvrir la porte. Quelques secondes plus tard,
La jeune femme semble avoir réussi à pénétrer à l'intérieur du bungalow. Pourtant, aucune lumière ne s'allume dans l'appartement. Harry s'installe sur une chaise longue et garde un œil sur la cabane qui reste plongée dans l'obscurité. Au bout de 10 minutes, enfin, la jeune femme quitte les lieux. Harry aperçoit ensuite sa silhouette s'éloigner sur l'allée. Harry regagne sa chambre, s'étend sur son lit et s'endort. À 10 heures, le lendemain matin, Harry achève son petit déjeuner sur sa terrasse quand on frappe à sa porte. « Oui, qui est-ce ?»« C'est Coleman, monsieur Tixon. Je voudrais m'entretenir quelques instants avec vous. »« Mais bien sûr, entrez, Coleman. » Harry tourne la tête vers la porte et voit que le directeur, Coleman, n'est pas seul. Un type plutôt lourd, plutôt chauve, au regard plutôt rusé, l'accompagne. Coleman semble nerveux. « Monsieur Tixon, permettez-moi de vous présenter Monsieur Kinside, le détective. Je suis désolé de vous importuner à cette heure, Monsieur Tixon, mais la direction du club se trouve dans une situation fort embarrassante. »« Ah bon? Et de quoi s'agit-il, Coleman ?» C'est Kinside qui prend la parole. « En bref, Monsieur Tixon, il y a eu un vol important. »« Ah, vraiment, Monsieur Kinside ?» Oui, Monsieur Tixon. Un couple de clients était au bal hier soir, entre 11h et 2h du matin. Quand ils sont rentrés dans leur bungalow, ils l'ont trouvé sans dessus et la parure de diamant que la dame avait cachée dans sa trousse de toilette avait disparu. Mais, dites-moi, Coleman, comment se fait-il que des bijoux d'une telle valeur n'aient pas été déposés dans le coffre à la réception? Coleman, nerveux, s'empresse de justifier cette imprudence. Ah, Monsieur Tixon, j'ai suggéré à cette cliente dès son arrivée au club de nous confier ses bijoux pour qu'on les mette au coffre, mais elle voulait en disposer à sa guise et elle estimait que dans un établissement comme le nôtre, il n'y avait aucune raison que soit commis un vol, n'est-ce pas? Il s'agit donc de récupérer au plus vite cette parure de diamant, dit le détective. Je vais donc interroger systématiquement les clients du club. Et je commence par vous, Monsieur Tixon, parce que votre appartement a une vue directe sur la paillote qui a été visitée cette nuit. Dites-moi, Monsieur Tixon, à quelle heure avez-vous regagné votre chambre hier soir? Oh, j'ai dû rentrer vers 1h30. J'ai passé près d'une demi-heure sur la terrasse. Mais vous avez rien remarqué de particulier là en dessous, Monsieur Tixon? À la paillote numéro 7, vous voyez, celle qui est à droite du palmier, là? Je ne saurais vous dire, Monsieur Kinside. A priori, non, je n'ai rien remarqué de particulier. Vous n'avez pas entendu d'éclat de voix? Personne n'est passé? Un détail pourrait nous aider, Monsieur Tixon. Non, je suis sincèrement désolé, Monsieur Kinside, mais je ne faisais pas attention. Les vodkas que j'ai bu m'ont quelque peu assommé, voyez-vous. Kinside échange un coup d'œil avec Coleman. Il abandonne. Coleman est, semble-t-il, de plus en plus nerveux. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Monsieur Tixon. Je vous demanderai de ne pas répandre la rumeur de cet incident, s'il vous plaît. Nous souhaitons ne mettre au courant que le minimum de clients. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Tixon. Au revoir, messieurs. Vous pouvez compter sur ma discrétion, Monsieur Coleman. Après le départ des deux hommes, Harry retourne sur la terrasse et s'assied à l'ombre du parasol. Il est très ennuyé. S'il a fait l'innocent et s'il n'a pas raconté ce qu'il avait vu, c'est sûrement pas pour couvrir une collègue, non. C'est une tactique pour gagner du temps. Gagner du temps? Mais pourquoi faire? Eh bien, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Plus Harry réfléchit à la situation, plus il s'énerve. Il se fout du magot, il est loin d'en avoir besoin pour le moment. Non, ce qui contrarie violemment, c'est qu'une novice intervienne sur un territoire qui lui revient à lui, un professionnel.
Non, parce qu'il est évident qu'elle va se brûler en s'adressant au premier receleur venu pour négocier les bijoux, et que le receleur, qui doit être un indique, se servira d'elle pour s'assurer la protection des flics. Harry est furieux. Ah, quel gâchis! Une débutante qui vient se fourrer dans mes pattes et bousiller un bon coup. Une chance encore que je sois sur son chemin pour qu'elle apprenne le métier avant de se faire bêtement prendre par les flics. Bon, maintenant, il faut que je drague cette idiote. Si elle n'a pas décampé à l'aube avec son butin pour s'envoler par le premier avion. Non. Non, il est plus vraisemblable qu'elle aura voulu profiter encore de cette vie si douce. Et surtout, ne pas attirer l'attention sur elle par un départ précipité. Peut-être même qu'elle envisage un deuxième vol. L'hypothèse de Harry est bientôt confirmée. En effet, il retrouve sa proie au bord de la piscine, se dorant au soleil. Le soir, il aperçoit sur la terrasse, près du bar, la chevelure blond vénitien de cette nuit. Un verre à la main, elle a les yeux fermés et se laisse bercer par la musique que distille le pianiste en smoking. Harry s'avance vers le barman. « Dites-moi, barman, que boit cette jeune femme là-bas ?»« Mescal, monsieur. »« Bien. Alors, s'il vous plaît, apportez-moi un mescal et une vodka glacée. Dites-moi, comment s'appelle-t-elle ?»« Mademoiselle Badwell, monsieur. » Quand le barman revient, Harry prend les verres du plateau et se dirige vers la table de la jeune femme. Elle sursaute à son approche. « Bonsoir, mademoiselle. Vous permettez ?» Harry s'assied et pose les verres sur la petite table. Harry doit reconnaître que cette jeune femme est plutôt séduisante et même qu'elle exerce déjà sur lui une assez forte attraction. Étant donné que nous avons à parler à faire, mademoiselle, et peut-être marchander un peu, j'ai pensé que la moindre des choses était de vous offrir un verre. Permettez-moi de me présenter, Harry Dixon. Je suis enchanté, monsieur Dixon, mais je préférerais rester seul. Non, je vous comprends, mademoiselle Batwell. Je vous comprends d'autant plus que cette conversation ne saurait tourner à votre avantage. Parlons, si vous le voulez bien, du vol que vous avez commis la nuit dernière. Un vol? Mais quel vol, monsieur? Je vous ai vu, mademoiselle. Je vous ai vu. J'étais sur ma terrasse en train de prendre le frais quand je vous ai surprise. Bon, je n'ai aucune raison de ne pas dire au détective du club qui est la personne que j'ai vue commettre le vol, n'est-ce pas? La parure de diamant contre mon silence, mademoiselle Batwell. Vous m'importunez, monsieur Dixon. Ne laissez pas échapper votre chance, mademoiselle Batwell. Vous pourriez le regretter. La jeune femme retire ses lunettes et défie de ses yeux d'ambre le regard imperturbable de Harry pendant une bonne minute. Puis, sans un mot, elle se lève et s'éloigne. Harry reste assis et avale sa vodka d'un trait. Sa bonne humeur l'a quitté. Il devine le raisonnement de la jeune femme. Le fait qu'il n'ait pas raconté ce qu'il a vu à Coleman et au détective, puis qu'il ait tenté un chantage, le met en bien mauvaise posture. S'il témoigne maintenant, il va forcément se trouver impliqué. Quant à cette mademoiselle Batwell, elle n'a aucune raison de s'affoler et de vouloir fuir avec les bijoux. Harry est neutralisé. Il ne peut rien contre elle, c'est évident. Harry retourne le problème dans tous les sens. Il est bien évident qu'un coup de fil anonyme pourrait alerter le directeur et démasquerer la coupable. Il n'aurait qu'à nier toutes les accusations dont elle le chargerait par vengeance, mais c'est une solution qui ne présente aucun avantage pour lui. Alors que maintenant, il est résolu à tirer profit de cette affaire. Ce n'est pas une petite débutante qui va se montrer plus forte qu'un vieux routier comme lui. Dans une impasse, la seule solution est évidemment la plus simple. Un second vol aura lieu cette nuit. Mademoiselle Batwell ne le soupçonnera que pour son chantage, pas pour sa véritable profession. Mais elle pourra difficilement porter plainte. Une fois sa décision prise, Harry peut tout à loisir profiter de sa journée. Et il décide d'aller nager dans la mer turquoise.
En début de soirée, il assiste à un cocktail jazz avant d'aller dîner plus tôt que d'habitude. À 10 heures, Harry entame une reconnaissance tranquille à travers les allées du club. Il passe devant le casino, le bar, la salle de cinéma en plein air, et au milieu d'une rangée, il aperçoit la jeune femme qui déguste un esquimau en attendant le début de la séance. Satisfait de l'avoir occupé pour 2 bonnes heures, Harry se dirige maintenant vers le bureau d'accueil du club et demande qu'on appelle au téléphone la chambre de Mademoiselle Batwill. Bien évidemment, la sonnerie reste sans réponse, mais Harry en a profité pour lire le numéro de la chambre sur le registre. Une fois devant la porte, il vérifie que personne ne le suit. Son passe-partout ouvre sans difficulté la serrure. Et le voilà à pied d'œuvre. Guidé par le faisceau lumineux et étroit de son stylo-lampe, il se met au travail avec son habituelle rigueur professionnelle. Tiroirs, coussins, rideaux, lits, oreillers, placards, il fouille avec soin toutes les cachettes, des probables jusqu'aux plus improbables. Harry est absolument sûr que les bijoux se trouvent dans la pièce, parce que Mademoiselle Batwill se sent tellement sûre d'elle qu'elle n'a aucune raison de se promener avec les bijoux. Harry voit bientôt sa ténacité récompensée. Un petit sac de peau huilée pend dans le réservoir de la chasse d'eau. Dedans, la parure de diamant. Harry est satisfait, d'autant plus satisfait que le prochain avion quitte l'île ce soir à 11 heures. Il entr'ouvre la porte de la chambre, sort et, prenant tout son temps, referme la serrure avec son passe-partout. Quand il se retourne, Coleman et Mademoiselle Batwill lui font face. Kinside, le détective, s'avance vers lui et saisit fermement son bras droit. « Merci d'avoir marché jusqu'au bout, Dixon. Mademoiselle Batwill nous a dit que vous avez manqué de peu dans l'affaire des diamants volés à San Francisco la saison dernière, mais cette fois, votre compte est bon, mon vieux. » Harry est furieux. « Je dois commencer à vieillir. Je me suis fait avoir par une débutante. » Débutante, mais prometteuse, monsieur Dixon. Elle a calculé le coût du ventilateur, le temps que vous passeriez sur la terrasse. Elle a étudié votre psychologie et vos réactions. Elle a demandé au réceptionniste de l'avertir de toute question qui aurait rapport avec elle. L'officier de police Batwill était certaine que vous tomberiez dans le piège. Quoi? L'officier de police Batwill? En effet, monsieur Dixon. Je suis officier de police fédéral. Je suis détaché auprès de l'Association internationale des maîtres joailliers pour les protéger des vols dont ils ont été victimes ces derniers temps. Je suis enchanté de m'entretenir enfin avec vous, Harry Dixon, le temps que nous allions ensemble ouvrir votre coffre de l'American Bank à San Francisco. Ce coffre qui doit ressembler étrangement à la caverne d'Ali Baba. Allons, en route, monsieur Dixon. Nous avons un avion à 11 heures ce soir. C'était Crime Story. Aujourd'hui, des bijoux si mal portés de Jack Fox.